Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux par une journée si belle. Alors, juste une ou deux précisions par rapport aux livres qui sont là. Alors, il y a deux livres, je vais vous dire, moi j'ai publié régulièrement, j'avais un éditeur formidable, celui de l'âge d'homme, Dimitrievitch, qui était un personnage extraordinaire, que je voyais toutes les 2 semaines, et il était très exigeant, mais j'ai publié beaucoup chez lui. Et depuis qu'il est décédé dans un accident de voiture, sa maison est quasiment en faillite et je me suis dépêché d'aller récupérer certains de mes livres pour qu'ils ne soient pas bloqués par la mise en faillite. Donc c'est quelque chose, on se rend compte à ce moment-là à quel point un éditeur est capital, parce que depuis, évidemment que j'ai beaucoup de peine à trouver un éditeur, alors que je ne pense pas être un exalté dangereux, mais c'est la réalité. Et pour tout vous dire, même, on parle de l'université aujourd'hui, mais je crois que la pénétration de l'esprit gauchiste, woke, politiquement correct, tout cet ensemble est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Ça touche en fait tous les secteurs de la société et on ne se rend pas compte parce que ça devient de plus en plus implicite et subtil. Et je pense qu'il faut réaliser à quel point ce monde-là dicte l'agenda politique et médiatique. Évidemment, entre ce gauchisme, terme général pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, wokisme, etc., et les médias, cette alliance est absolument capitale. Et c'est un pouvoir gigantesque que tiennent ces personnes. On l'oublie un peu, que ce soit dans l'éducation, dans la culture, en gros partout, et ça commence à aller de soi. Et souvent, la droite a eu le grand malheur de s'occuper trop d'économie et de laisser la culture à la gauche. Nous subissons aujourd'hui les conséquences de cette erreur politique énorme, gigantesque, sur la société. Alors, par rapport au livre, donc si vous voulez, que fait un éditeur après une année? Il met les livres au pilon. Alors moi, j'en ai récupéré. Vous avez 2 tas de livres un peu plus nombreux que les autres. Là, vous avez d'autres. Vous avez, parmi les miens, La Suisse trahie par les siens et La Suisse brûle. Alors, vous êtes venus, vous recevrez un cadeau. Vous pourrez après vous servir, vous pouvez prendre 1 ou 2 livres et, si vous le voulez bien, vous pouvez laisser quelque chose pour la raison suivante. Il y a un livre qui est totalement épuisé depuis longtemps et que j'aimerais rééditer. Vous l'avez peut-être vu à l'époque, c'est un livre sur Guillaume Tell. Alors évidemment que les gens au début rigolaient, faire un livre sur Guillaume Tell. En fait, la thèse était très simple. Je rassemble, je collectionne, en Suisse et partout dans le monde, ce qui a été fait sur Guillaume Tell, que ce soit des pièces de théâtre, du cinéma, la publicité, la politique, partout, avec une seule idée, la signification du symbole de Guillaume Tell. C'est ça qui m'intéressait. Alors, les historiens se battent pour dire qu'il faut l'enlever des livres scolaires. C'est un mythe, il n'a pas existé. C'est d'une étroitesse de vue incroyable, un esprit rationaliste, n'est-ce pas, typique du marxisme, par exemple. Donc, si vous voulez, en gros, c'est pas pris au sérieux. Ça montre l'image de l'homme qu'ils l'ont. Or, ce symbole de la liberté et surtout de la lutte pour la liberté inconditionnelle, vous avez des monuments comme à Altorf, dans plusieurs pays, en Asie, en Amérique, dans plusieurs endroits, parce qu'il symbolise la liberté. Alors, ce livre, à l'époque, avait été fait par la Migros. Ça avait coûté une fortune. Il y a 250 illustrations en couleur. Et aujourd'hui, j'aimerais le rééditer dans un format plus simple, genre Taschen, qu'on connaît en Allemagne. Et je dois trouver 17 000 francs pour que ce soit possible. Alors, vous pouvez prendre gratuitement un des 2 livres. Les autres, il y en a un où j'en ai plus que 2, 3. C'était l'affaire quand l'université me cherchait des ennuis avec les socialistes. Ils n'ont pas eu ma peau, mais bon, il reste juste 2, 3 exemplaires. Ceux-là, ils sont à 20 francs.
mais les deux premiers, si vous les voulez, vous pouvez laisser ce que vous voulez, 0 francs ou un peu plus, en sachant que ce n'est pas pour ma poche, mais je dois trouver 17 000 francs. Voilà, pour vous dire que vous aurez un cadeau en partant. Alors, il y a, à mon avis, aujourd'hui, 2 nouvelles très importantes, une bonne et l'autre mauvaise. Alors, la bonne, c'est que nous vivons une phase, à mon avis, tout à fait nouvelle, du moins par l'importance et l'ampleur de la réaction contre ce gauchisme, contre le wokisme, sous toutes ses formes. Je vous avoue que je ne pensais pas qu'il y aurait une telle réaction. Je vais vous donner, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai des papiers, je travaille toujours beaucoup avec des illustrations et des exemples concrets. Donc, je vais vous donner des exemples concrets, évidemment. La mauvaise nouvelle, c'est que malgré la réaction, ce gauchisme culturel étant tellement profondément ancré depuis longtemps qu'il faudra beaucoup de temps pour en sortir. Ça suppose une vraie révolution culturelle. Et ça veut dire que les gens qui en ont marre de ce système, eh bien, doivent commencer à imposer leur agenda politique et médiatique. Vous devinez que ça ne va pas être simple, parce qu'évidemment, je pense qu'il n'y a pas de pire exemple. Alors bon, je ne vais pas trop donner de nom, parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès, ça coûte très cher, j'en ai suffisamment, mais je pense que la situation des médias en Suisse romande est une des pires que vous pouvez trouver dans un pays démocratique. Vous allez me dire que c'est énorme, que ce n'est pas vrai, etc. Vous imaginez, la télé tout de suite protesterait, comme ils l'ont fait une fois quand j'ai parlé à Fuy. J'avais reçu une lettre du service juridique me disant que c'est scandaleux ce que j'avais dit, qu'ils allaient devoir aller devant les tribunaux, parce qu'on avait décortiqué un reportage pour montrer qu'ils avaient truqué un reportage. Nous avons fait une réponse en leur disant « Bienvenue au tribunal, voici 2 autres reportages que vous avez truqués. » Du coup, fini, terminé. Mais, si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est qu'en Suisse romande, vous avez en gros quasiment pas de médias, on veut dire de droite, mais en réalité, il faudrait dire objectif, aussi objectif que possible. Ça paraît surréaliste. Moi, j'avais créé, vous l'avez dit tout à l'heure, un master en communication, médias et journalisme, qui n'était pas si vous voulez, une réponse idéologique, une formation de droite. J'avais une quinzaine de spécialistes, de profs d'uni européens qui faisaient des modules, les étudiants étaient enthousiastes. C'était l'université, pour vous donner un exemple, jusqu'où ça va, je vais donner des exemples. Eh bien, l'université avait refusé que je fasse ce master. J'avais fait le projet et tout. Refus. Évidemment, ça se fait autrement. Et il y avait les milieux journalistiques qui étaient formés à Lausanne, formés quelques heures par semaine, ce n'est pas un master en 2 ans et plein temps, et ils avaient fait le siège du rectorat de l'Université de Genève pour qu'ils m'empêchent de créer ce master, pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Hein. Et j'avais été interviewé par les Mans Bleus, par mon collègue et ami Descaillets, et il m'avait dit « Mais quels sont les responsables de ce refus? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « C'est tout simple, la responsable à l'époque, c'était une dame que vous avez connue, pour ceux qui ont un certain âge, qui dirigeait une émission qui s'appelait, je crois, Table ouverte. » Là, je cite le nom parce que c'est authentique. Eliane Baïf. J'avais dit chez Descaillets, cette personne qui fait cette pseudo-formation très restreinte, eh bien, elle devrait prendre rapidement une retraite anticipée. Vous imaginez que ça fait une vague, mais toujours est-il qu'il faut que je sois assez bref sur ce point, parce que c'était juste un point au départ. Eh bien, malgré ça, conseil de l'université, ils ont refusé. Les études femmes, toutes ces choses-là devaient passer avant, n'est-ce pas?
vous avez des dames qui viennent de Paris avec leurs valisettes, elles sont bien payées, elles viennent donner leur cours et elles repartent en nous regardant de haut. Bon, ça aussi, il faut que je me modère un petit peu parce que je vais avoir des ennuis. Bon, on fera un de plus. Et je me suis dit, il n'y a rien à faire, ce master, je veux le créer. Il y avait peu de choses encore en communication. Je suis parti en quête de fonds, chercher de l'argent, en me disant peut-être que j'y arriverai. Et je suis revenu, 6 mois, une année plus tard, avec plus d'1 million pour créer cette formation. De nouveau, passage devant le conseil de l'université pour vous montrer l'entêtement. Vous voyez que ça pénètre à tous les niveaux. Hein. C'est les autorités, mais il y a aussi le monde étudiant, dont on entend souvent parler quand ça casse ou quand ça gueule. Eh bien, figurez-vous, je mets 1,2 million sur la table. Nouveau refus du conseil de l'université, par 11 voix contre je ne sais plus combien. Alors que j'avais l'argent, tout. Heureusement, le doyen a compris que ça allait donner une histoire, parce que généralement, je ne me laisse pas trop faire. Et il a intégré ce master dans une autre série, et ainsi on n'a plus besoin de l'université. Et ce master, très vite, est devenu un des plus importants, des plus courus de la faculté, juste après la finance. Ça, évidemment, les étudiants sont assez actifs en la matière, et c'est évidemment une des pistes qu'on cherche pour du travail. Donc, voilà, finalement, ce master a eu lieu, mais à peine suis-je parti à la retraite qu'ils ont supprimé ce master, ils l'ont donné à Neuchâtel, où vous avez des gens comme Edwy Plenel, le marxiste, communiste, n'est-ce pas, qui est parmi les invités. C'est celui qui a approuvé les sportifs juifs à Berlin qui ont été tués, je crois qu'ils étaient 11, qui a approuvé cela, ainsi de suite. Et ce type se promène partout en donnant des leçons de journalisme. Alors vous dites que je force un peu, tout ce que je dis là, c'est tout simplement confirmé, réel. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que bien montrer que ce gauchisme est très profondément ancré, au point où parfois même les gens qui sont en désaccord sont pris là-dedans et finissent par accepter d'entrer dans ce courant. Donc, ce que je pense qui est capital, c'est qu'on apprenne à être bien plus critique que ce qu'on l'est et qu'on essaye de voir les fondements d'un certain nombre de prises de position, d'initiatives politiques de toutes sortes, où même souvent la droite se fait avoir. Alors, bon, encore juste un exemple. À un moment donné, je m'exprimais régulièrement et les médias étaient contents d'avoir quelqu'un de l'autre bord. Ils pouvaient dire comme ça, ils n'étaient pas tous à gauche. J'avais écrit sur l'asile, mais il y a déjà 30 ans, en disant que l'asile, si on ne le maîtrisait pas, allait devenir un phénomène politique majeur et explosif par tout le monde qui vient par ce biais-là. Et vous avez en ce moment, vous avez entendu Macron en France qui dit qu'il faut accueillir tous les Gazaouis. Mais c'est de la folie, c'est de l'autodestruction, entendu. Bien sûr que c'est une chose absolument dramatique, mais dire une chose pareille, parce qu'on sait très bien que dans un monde comme ça, quand ce n'est pas en grand nombre, il y aura de tout, si je puis utiliser cette formule. Donc, quelques étudiants ont écrit une lettre dans la tribune que ça n'allait pas. Jamais j'ai eu une remarque, la moindre remarque sur mes cours, sur la qualité de mes cours, sur l'objectivité, tout ce que vous voulez. En revanche, c'était insupportable que je ne sois pas de gauche, n'est-ce pas? Ça, c'était tout à fait certain. Alors, ces étudiants avaient écrit une lettre dans la tribune où ils disaient « Nous ne voulons pas d'une sociologie tendancieuse, mais d'une sociologie qui soit la plus objective, la plus critique, au sens scientifique du terme, et la plus représentative possible. » Vous voyez, j'étais la seule voix, disons, dissonante. Non, c'était encore trop. Alors, à peine cette lettre parue, la radio m'appelle et me dit « Écoutez, voilà, on a lu la lettre, est-ce que vous êtes d'accord de venir discuter avec les étudiants? Est-ce que vous pourriez venir ?» J'ai dit « Sans problème, moi j'accepte toujours la discussion. » Et on me rappelle 10 minutes après « Écoutez, s'ils sont plusieurs, vous venez quand même ?» J'ai dit « Vous pouvez m'en emmener 10, je viens quand même. » Et la séance commence et le journaliste se tourne vers moi et me dit
professeur Windisch, qu'est-ce que vous pensez de cette lettre? Je lui ai dit, ben, écoutez, c'est un exemple de saloperie intellectuelle gauchiste. Mais j'ai la vague, ils ne savaient pas s'ils allaient arrêter ou quoi. Alors les étudiants étaient venus, ils étaient nombreux, là, avec des feuilles, ils avaient écrit ce qu'il avait dit, ils tremblaient comme ça, hein, ils tremblaient, ils n'osaient plus lire, plus rien. Et donc, vous voyez, c'était réglé assez vite. Mais ce que je veux montrer par là, c'est qu'il ne faut jamais laisser ces gens y aller, faire. Il faut toujours s'opposer, résister, montrer le contraire, argumenter, contre-argumenter. Alors, j'en arrive à la deuxième nouvelle, celle qui cette fois est plutôt bonne. Après, vraiment, je vous assure, on pourrait réfléchir des heures pour montrer à quel point cette pénétration est profonde, à tous les niveaux de la société. Cet état d'esprit gauchiste, revendicatif. Vous voyez, si par exemple, vous utilisez des termes qui sont courants dans le gauchisme, de inégalité, mais, ou d'injustice, mais vous pouvez vous battre votre vie durant, vous allez tout le temps trouver des injustices, des inégalités. Récemment, j'entendais une dame syndicaliste, Cheftain, qui disait « on veut une société à 100% démocratique ». Vous savez, ça me rappelle un certain régime. Il faut quand même être complètement hors réalité pour dire « on veut une société à 100% démocratique ». Chef du principal syndicat de Suisse. Alors, la bonne nouvelle, vous devinez laquelle c'est. Mais je trouve que c'est tellement illustratif, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Il y a un bon moment qu'on a fixé cette journée. C'est tout récent, je ne m'attendais pas à un tel cadeau. Cette fois, c'est un cadeau. Vous devinez ce que c'est. Alors, quoi qu'on pense, ça certainement, ça va donner un débat, de Donald Trump, président des États-Unis. Bien sûr, il est méchant avec nous, n'est-ce pas? C'est clair. C'est dur à avaler. Et on voit déjà comment les autorités, certaines en tout cas, s'y sont pris de manière plus que maladroite. On avait l'impression d'avoir une institutrice qui allait faire la leçon au président des États-Unis. Excusez-moi, je ne peux pas me retenir. Mais bon, alors, ce qui est extraordinaire, là, vous voyez ce qu'un homme peut faire quand il a du pouvoir et qu'il est décidé de l'appliquer, quand il est déterminé, mais vraiment déterminé. Il faut avoir des valeurs fortes. Vous voyez, on dit plein de choses de lui tous les jours. Il y a des milliers et des milliers de choses sur lui. Il a fait ceci, il a fait cela, etc. On cherche tous les jours quelque chose. Cela dit, personne n'a à ce jour attaqué ce gauchisme, ce wokisme, comme il est en train de le faire. Et on n'en voit qu'une partie infime, infime. Alors on se moque de lui qui prend beaucoup de décrets. Mais oui, il a pris énormément de décrets, même au niveau économique. Mais là, par exemple, dans ce domaine, voyez-vous, si on veut prendre quelques exemples, Harvard, l'université d'Harvard, eh bien, la directrice a dû démissionner. La directrice de Harvard. C'est une université qui a des dizaines de milliards de budget et de réserves. Si quelqu'un a étudié à Harvard et puis qu'ensuite il ne donne pas quelques milliards, c'est un béotien. Eh bien, la présidente était woke. En plus, on a trouvé par la suite qu'elle avait un petit peu plagié dans sa thèse, vous voyez, en passant, on découvre toutes sortes de choses comme ça. Eh bien, elle a dû démissionner. Il lui a mis une amende à Harvard, je ne sais plus exactement de combien, mais je crois que c'est plusieurs milliards. Et comme ça, avec plusieurs universités qui, si vous voulez, où le wokisme est omniprésent de manière obsessionnelle, et ces gens ont le pouvoir. Quand vous avez dans une unité universitaire un ou deux responsables de Saint-Courant comme ça, eh bien, vous n'aurez plus jamais quelqu'un d'autre. Ils ne nommeront que des gens qui pensent comme eux. C'est clair et net. Donc, vous voyez les dégâts que ça peut faire quand vous avez des milliers et des milliers d'étudiants qui passent par ces godines, n'est-ce pas, pendant un certain temps, ils restent marqués. J'ai des exemples très proches en Valais où des étudiants, entre guillemets, étaient tout à fait normaux quand ils ont été à Lausanne, ils sont revenus marxistes. Voilà. Ben, on s'étonne, et puis voilà, on trouve qu'après tout, bon, voilà, il faut que jeunesse se passe, des conneries comme ça, mais c'est quand même sérieux quand on fait des études. Alors, ça, c'est un exemple pour Trump, mais il y en a beaucoup. Il est vraiment très déterminé. Mais voyez, maintenant, pour dire pourquoi je prends l'exemple, et en disant que c'est la version positive,
c'est le terrible assassinat de Charlie Kirk. Eh bien là, on ne peut pas parler très très longtemps, mais les réactions des médias de gauche sont orduriers, sont scandaleux, mais vraiment scandaleux. Ce bonhomme n'avait rien. Alors vous voyez, extrême droite, extrême droite, extrême droite, bien sûr qu'ils vont continuer à dire qu'on est d'extrême droite si on n'est pas de gauche, mais ça commence à ne plus marcher, et vous devinez ce qui va se passer, ils vont devenir de plus en plus violents, et ils vont casser s'il le faut, mais l'extrême droite, c'est le thème qui permet de rejeter tout ce qui n'est pas de gauche. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Et là, Charlie Kirk, assassiné, vous voyez, d'abord on a dit, mais je vous dis, des fois les médias, on a dit que c'était un type d'extrême droite, évidemment. Or, ce n'était pas du tout ça. Il s'était gauchisé, il vivait avec une transe, enfin bref, il y avait tout un cocktail là derrière qui apparaît petit à petit. Mais ce que je trouve incroyable et qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est la mobilisation suite à l'assassinat de ce Charlie Kirk. Vous vous rendez compte, Trump a fait mettre tous les drapeaux en berne dans tous les États-Unis à cause de cet assassinat. Le vice-président Vance, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a repris l'émission de Charlie Kirk et qui a argumenté comme le faisait Charlie Kirk. Le vice-président des États-Unis qui a repris ça. Et la femme, d'une grande dignité et d'une souffrance terrifiante, a dit qu'il ne savait pas ce qui les attendait en ayant fait ça. C'est-à-dire qu'elle va créer partout des mouvements, des séminaires, comme faisait Charlie Kirk, qui allait dans les universités en disant « qu'on me contredise ». Et il avançait des thèses, et les étudiants universitaires, souvent, évidemment, avaient de la peine à argumenter. Donc, ce que je veux dire, au-delà, vous voyez, l'image, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une image positive de Trump. Il ne s'agit pas d'avoir une image positive, il s'agit d'analyser ce qu'il a fait. Et on retient, bien sûr, vous imaginez, avec l'histoire des 39%, tout ça passe à côté. Mais réfléchissez encore une fois, qui a réagi comme ça suite à un assassinat? En France et ailleurs, eh bien voilà, on met quelques fleurs à l'endroit et après une semaine, on n'en parle plus. Une mobilisation pareille, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, absolument. Et donc c'est dans ce sens-là qu'au-delà des paroles, j'invite à l'action et je dirais, en tout cas pas à des actions violentes. Alors toute ma vie, je peux vous dire, je n'ai jamais été violent, mais je pense à des actions symboliques qui marquent, qui montrent qu'on agit contre. J'aimerais qu'il y ait des gens parmi vous qui fassent des groupes, qui réfléchissent, qui travaillent, qui fassent des actions symboliques, qui ne sont pas destructrices, mais qui alertent sur ce qui se passe. Ça, si vous voulez, c'est la base de ma proposition. Je vais encore, bien sûr, vous donner des exemples et vous montrer d'autres choses, mais ça me semble capital. Vous voyez, même quelques exemples où, à part Donald Trump, je voulais citer un autre personnage dont on donne l'image la plus caricaturale qui soit, c'est le président Milei d'Argentine. Alors voilà, soi-disant, tout est catastrophique, rien du tout. Eh bien, vous savez que les choses ont progressé de manière incroyable. L'inflation a été à je ne sais pas combien de centaines de pourcents. Il a fait un travail gigantesque, mais gigantesque. Je ne sais pas s'il pourra continuer longtemps ou si on va l'interrompre d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez, là derrière, vous avez tout de suite des forces politiques qui mettent des moyens. Et je profite ici pour relever une autre action incroyable, la première aussi, de Trump, c'est qu'il est en train de se dire qu'il faut réussir à condamner Soros. C'est une crapule insigne que ce Soros. Savez-vous qu'il a versé 14 milliards avec lesquels il finance toutes les ONG gauchistes, machin truc, tout ce qui va avec le wokisme? 14 milliards, ça fait de l'argent. Et il a aussi financé des choses en Suisse. On attend encore un peu les preuves, mais c'est évident. Donc,
personne, tout le monde se dit, voilà, il a beaucoup d'argent, il soutient des causes, ONG, certaines sont bonnes, d'autres peut-être moins bonnes. Non, c'est un pouvoir de destruction, hein, clair et net. Eh bien, Trump va chercher les moyens de le coincer, de le condamner, j'espère de lui prendre une partie de son fric, mais ça va être une grande partie. Personne à ce jour n'a osé agir à ce niveau-là. Autre, alors ça, il faut le retenir, autre initiative de Trump, tout ça est tout récent, hein, avant qu'on, ça tombe tellement bien dans notre sujet là. Autre chose extraordinaire, vous avez vu, je pense, ça date il y a quoi, 1, 2, 3 jours, Trump va désigner les organisations gauchistes comme des organisations terroristes. Mais c'est génial, mais c'est ce qu'il faut faire, s'imaginer. Mais personne d'autre n'oserait faire une chose pareille, n'est-ce pas? En France, on préfère mobiliser 80 000 policiers pour lutter contre les gauchistes. Non, désigné comme organisation terroriste. Je vous assure que ça va changer certaines choses, ça. Mais tout ça, vous voyez, ça se passe avec cet horrible Donald Trump, n'est-ce pas, qui fait rien de bien. Eh bien, c'est peut-être un de ceux qui agit le plus dans les domaines où j'essaye de montrer à quel point ça peut être catastrophique. Alors, juste pour Milley, il faut le citer parce que il dit des choses très importantes dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Alors, il parle des socialistes. Quand ils sont dans l'opposition, ils essayent de détruire le gouvernement, et quand ils sont au gouvernement, ils détruisent le pays. Ce qui a contribué à le motiver, à le révolter avec la tronçonneuse. Vous vous souvenez, il a supprimé plein de départements, de ministères à la tronçonneuse. Allez, loin, éducation, pédagogie, tout ça, loin, loin, loin. On riait. Mais vous voyez, il faut tout à coup des actions spectaculaires pour montrer que l'action est possible, quand on a le pouvoir, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir sans agir comme on aimerait. Alors, il dit encore ceci, sur la bataille culturelle. Oui, sur la bataille culturelle. C'est la bataille à mener avant d'emporter la victoire politique. Les gens voient quand je suis arrivé au pouvoir, mais derrière, il y a au moins 30 ans de bataille culturelle, dont 10 ans dans les médias, pour qu'il arrive au pouvoir. 30 ans de bataille culturelle, exactement ce qu'on vient de dire. Vous voyez, donc il n'est pas arrivé comme ça au gouvernement du jour au lendemain. Ensuite, évidemment, son ennemi principal, c'est le terrorisme intellectuel de la gauche, bien entendu. Ensuite, ces fameux gauchistes, ils essayent de vous disqualifier en vous collant une étiquette, vous devinez, extrême droite. Ils m'ont traité de nazi, de fasciste, alors que le fascisme, par exemple, est un détachement de la gauche. Explique-t-il. Il faut faire comprendre leur méthode. Chez nous aussi, hein. Ils vont faire de vous un lépreux de telle sorte que vous ne pourrez pas vous lier avec qui que ce soit. Tout le monde voudra se tenir loin de vous. Parce qu'on fait quotidiennement chez nous avec des gens qui sont dissonants. C'est clair et net. Alors, vous voyez, par exemple, il y avait cet économiste Piketty, là, marxiste, qui disait que si Milley allait être élu, ce serait une catastrophe économique. C'est là qu'on voit ce que donne le marxisme. Maintenant, vous voyez, par exemple, dans tout ce monde wokiste, de déconstruction, la déconstruction est le plus souvent une destruction, et pas seulement une déconstruction. Colonialisme, tous ces machins, décolonialisme. De nouveau, juste une parenthèse sur un phénomène qui m'a beaucoup frappé. Vous avez eu, moi ça m'a révolté, mais je pense, vous voyez, les choses finissent par passer sans qu'on réagisse. On dit, oui, il exagère peut-être un petit peu. Hein. Il y a de ça combien, peut-être un mois ou deux, tous les jours,
plusieurs fois par jour, avant et après les infos, un bonhomme qui disait, c'est pas mot près, on m'a traité de nègre. On m'a traité de nègre. Il a fait un procès. Alors, vous devinez, il a fait un podcast. Ce podcast a passé à la radio tous les jours, à de nombreuses reprises. Nous sommes donc, par définition, racistes. C'est bien entendu systémique, structurel. Voilà une escroquerie, une des grandes escroqueries. Vous voyez, à Lausanne, regardez comment ça marche entre les médias et la réalité. Alors, à Lausanne, bon, on casse, n'est-ce pas, et des casses et tout. Résultat, c'est quoi? Alors, celui qui a volé un scooter, qui s'est tué, etc., évidemment, c'est la faute de la police. Mais le résultat, c'est que quelques jours après, comment s'appelle l'émission là, Infrarouge, sur la police. La police est-elle raciste ou pas? C'est tout ce qui reste de la manifestation. Grande discussion, et les autorités socialistes qui disent oui, oui, on va regarder. Vous avez, je ne sais pas, des gens qui ont eu quelques propos, bien sûr, pas très convenables, 5 sur 500, eh bien la police est raciste, et en matière systémique, structurelle. Le Conseil, une commission du gouvernement, notre gouvernement, a décidé d'agir, de voir que ce n'était pas possible qu'on en arrive au racisme systémique en Suisse. Il faut faire des enquêtes, des études approfondies. Vous avez un Guignol, le représentant de l'ONU, ils ont un titre spécial, je ne sais plus comment, envoyé spécial ou je ne sais pas quoi. Le premier qui est venu en Suisse, et ça ne s'invente pas, Doudou Dienne. Non, non, authentique. Rapporteur, merci, rapporteur spécial, venu en Suisse pour analyser le racisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 2-3 jours, il a été voir un ou deux groupes gauchistes au Tessin, là et ailleurs, pour conclure qu'il y avait une grande vague de racisme en Suisse qui était vraiment dangereuse et qui allait s'amplifier. Et moi, j'ai de très bons rapports, ça étonne souvent, avec des sociétés d'Africains et bien d'autres. Je ne vais pas m'étaler, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'Université populaire albanaise à Genève, où des membres voulaient absolument que je fasse partie de leur comité, et je gênais un certain Vert, Hilaire, n'est-ce pas? Donc, mais passons. Doudou Dienne. Ces Africains de Neuchâtel, une société, m'appellent et me disent, écoutez, il faut que vous veniez. Doudou Dienne va venir débattre avec le Conseil d'État, et ça ne va pas, on sait ce qu'il va dire, on n'est absolument pas d'accord. Vous êtes d'accord de venir? J'ai dit, mais moi, je viens toujours. Et je lui ai dit, mais quand il a fait son petit numéro, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites et l'effet que ça va avoir sur la population suisse? Vous ne pensez pas que ça va les braquer et que ça va vraiment les rendre intransigeants et bien plus? Il me dit, ah, cher professeur, je n'avais pas pensé à ça. Mais, vous savez, je prends date, je viendrai discuter avec vous, on fera un débat. Bon, pensez bien que ça n'a jamais eu lieu, hein. Mais voilà, vous voyez, on se fait plaisir, on vient déclarer des choses comme ça, générales, ou qui vont exciter un peu les gauchistes, ils vont être contents, mais c'est destructif. Les gens en ont marre de se faire traiter de racistes du jour au lendemain. Et alors, le racisme anti-blanc, attention, le racisme anti-blanc. Alors ça n'existe pas, mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en disant que le racisme anti-blanc n'existe pas, en fait, vous stimulez, vous excitez ce racisme anti-blanc, puisqu'il n'existe pas, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Blancs. Hein, ils sont tellement horribles. Oui, c'est une logique perverse qui se développe. Et là, alors, ça, voilà, ah oui, j'ai passage. Je suis sûr. Alors, au niveau étudiant, hein, là, c'est en France, le syndicat le plus important des étudiants, Union nationale des étudiants de France, à la Sorbonne, la vice-présidente, Afsa Askar, vice-présidente de l'UNEF. Tenez-vous bien, on devrait gazer tous les Blancs cette sous-race. Déclaration publique de responsable de l'Union nationale des étudiants de France. On devrait gazer tous les Blancs cette sous-race.
pas d'écho, pas de protestation. On se dit, bon, voilà. Mais voyez ce qui se passe. Et ce qu'on voit, les attaques contre, contre nous, les gorges coupées, les couteaux qui sortent, etc., on devrait plus souvent lire ce qui est dit dans le Coran de nous, des Blancs, des Juifs, des chrétiens. En gros, si vous avez des enfants qui sont éduqués dès la base à nous haïr, voire à estimer nécessaire de nous faire disparaître, comment s'étonner que quelques excités, à un moment donné, alors après on dira que c'est des déséquilibrés, mais c'est sur ceux-là qu'on compte pour passer à l'acte. Mais voyez, tout le travail préalable qu'il y a pour donner une image aussi négative que possible de nous. Ils viennent déjà avec cette image. Ce que je dis paraît énorme, mais c'est la réalité, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, vous expliquez comme ça ce genre d'attaque et d'assassinat. Alors, une autre chose, attention, c'est purement culturel. Ça, je suis sûr que vous connaissez. Alors, c'est un rappeur, pour changer. Il s'appelle, enfin le nom, Nick Conrad. Mais vous verrez la suite. Nick Conrad. Alors voilà, on en a parlé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Extrait des paroles de ce rappeur. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartez-les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs de tous âges, petits et grands, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang. Pendus aux arbres dans le vide sidéral, que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant, blafard et marrant. ôtez leur toute vie, qu'ils soient des objets sans vie dès à présent. Possédez-les, mettez vos noms sur leur testament. Refrain, pendez-les tous, pendez les blancs. Pas de sentiment qu'ils meurent tous en même temps. Donnez l'exemple, torturez devant le groupe ceux qui sont récalcitrants. C'est du rap, c'est de la culture, c'est pas condamnable, ou à peine. Mais vous voyez, il y a ces paroles qui sont plus évidemment que révoltantes. Mais encore une fois, vous avez des milliers de jeunes qui écoutent ce rappeur. Ils peuvent se dire que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça laisse des traces. Des propos comme cela, ça laisse des traces. Et évidemment que ça peut expliquer le passage à l'acte dans bien des cas. Alors là, en revanche, vous connaissez peut-être Christine Tazin qui a un site qui s'appelle Résistance républicaine, quelque chose comme ça, je crois. Alors elle a collé un machin là-dessus, c'était dit « Islam assassin ». Tout de suite, condamné par la justice et fermement, pas avec sursis, 8 000 €. Vous voyez, les gens ne peuvent plus accepter ce genre de choses, je pense. Mais ça passe tellement vite, vous voyez. On n'a pas tout à coup, on n'arrête pas ce cirque et on agit comme le fait Trump. Désolé, mais j'attends que d'autres politiques qui n'ont peut-être pas autant de pouvoir, mais je pense que beaucoup pourraient faire pas mal de choses, mais ils ne se rendent pas compte à quel point la Suisse se délite. Alors là, cette fois c'est connu de tout le monde, hein, l'histoire de la neutralité qu'on est en train de foutre en l'air, le fait que la Russie ne serait plus venue à Genève, ou en Suisse tout simplement, tout ça c'est des dégâts énormes, gigantesques. Eh bien je vais vous dire, et j'ose le dire, vous avez une certaine femme socialiste qui a eu le département des affaires étrangères et qui a nommé des gens, bien sûr, de gauche, d'où le fait que, je crois, 100 ambassadeurs, ou presque ambassadeurs, ou deuxième, troisième, ont protesté par rapport à Gaz-6, qui n'était pas assez énergique. On peut penser ce qu'on veut, c'est un problème absolument terrible, bien sûr. Mais, vous voyez, toutes les institutions sont en train de passer sous les fourches caudines de la gauche. Quand ils sont en place, on ne le voit pas. Moi, j'ai été faire, une fois j'étais invité, les ambassadeurs sont formés. Ils ont des formations, j'avais été invité au Tessin, et puis je leur ai fait un discours sur la Suisse, mais pas du genre il y en a point comme nous. J'expliquais comment ça marche, comment ça fonctionne, et justement ce qu'il fallait absolument préserver, développer, enrichir, et qu'on nous enviait. Quand je vais faire des conférences à l'étranger, eh bien, parfois on me demande pourquoi vous ne vous entretuez pas
avec toutes ces différences religieuses, économiques, culturelles, etc. Voilà ce qu'il faut expliquer. Eh bien, ces jeunes futurs ambassadeurs sont venus vers moi, mais m'ont dit, écoutez, mais on ne nous a jamais parlé comme ça. J'ai dit, comment ça? Ah bon? Non. Voyez à quel point c'est profondément ancré, ça va de soi. Quand vous avez dans l'éducation les horreurs en ce moment avec formation à la sexualité des jeunes, 3-4 ans, oser demander à un petit garçon, à une petite fille, est-ce que tu te sens fille ou garçon à 3-4 ans, ça va le perturber, mais c'est criminel. Le petit enfant va rentrer à la maison et se dire, est-ce que je suis un garçon ou une fille? Bon. Et alors là aussi, il faut le faire. Hein. Il y a une émission à la radio, j'entendais à midi, ça s'appelle La vérité sort de la bouche des enfants. Attention. Très bien qu'on donne un peu la parole aux enfants. Mais l'autre jour, c'était justement sur Trump. Alors, il y a un jeune qui dit « Oui, il est bête, il est con. » Ben, ça vient évidemment pas... Ça vient d'où, ça, hein? La vérité sort de la bouche des enfants. Hein, comme si c'était toute parole enfantine était une vérité. Bien sûr, quoi. On parle de tout à la maison, etc. Mais vous voyez, c'est toujours dans ce sens-là. Et je pense que, je le disais tout à l'heure en Suisse romande, le fait, en Suisse allemande, par exemple, vous avez quand même 2-3 médias qu'on dit de droite, mais en réalité, ils parlent des réalités dont les autres ne parlent pas. La Weltwoche, avec Goeppel, Nebelspalter, maintenant une belle opération. Ils ont racheté un journal ironique et ils en font, mais il fait des articles fantastiques. C'est toujours la description de ce qui se passe, la réalité. La NZZ un peu moins, mais surtout ces deux journaux-là. Au début, la Suisse romande se moquait de la Weltwoche en préparation. Eh bien, quelques temps après, vous alliez en Suisse allemande, vous aviez des cassettes remplies de la Weltwoche, ça marchait à fond. En Suisse romande, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, mais le dimanche, vous avez la tribune, je crois qu'on paye 5 francs. Jamais je payerais 5 francs pour ça. Et vous avez là-dedans une bouillie, bien sûr, il y a un peu de toutes sortes. Hein, mais vous n'avez pas des articles de fond. Et vous voyez, par exemple, le rédacteur en chef de la Weltwoche, il circule, il va interviewer Orban, il va une fois là-bas, Poutine, malgré tout ce qu'on raconte, ce qui l'intéresse, c'est de savoir tel ou tel aspect. Eh bien, il faut savoir qu'en l'absence d'un vrai pluralisme, en l'absence d'un vrai pluralisme médiatique, eh bien, ces courants gauchos, machin truc, vont continuer à s'infiltrer. Au niveau médiatique, ces derniers temps, il y a une mobilisation fantastique en Suisse romande, et là, jusqu'à maintenant, je sens que je ne suis pas condamnable, je pense, une mobilisation où une fondation a été créée. On donne 10 millions, allez, 10 millions pour soutenir les médias, un vrai pluralisme, la qualité, c'est toujours la même histoire, alors qu'on écarte tout ce qui est différent. 10 millions, vous voyez, il faut alimenter en argent un journal bien fait, entre guillemets, de droite, simplement objectif, qui parle des sujets qui intéressent les gens et qui disent les réalités. Niet. 10 millions, ça veut dire qu'on va continuer. Évidemment, la formation. À quoi bon soutenir une formation quand on sait parfaitement qui va former les futurs journalistes? Ça sera toujours dans la même veine. Vous n'aurez aucun pluralisme. Et mieux, maintenant, on rachète la tour de la TV et, hélas, Wilsdorf, Rolex, va mettre le paquet. De nouveau, une partie sera pour les médias, pour renforcer les médias présents. Hein. Ils ont besoin d'argent. Jamais on parle du travail qu'ils font, on analyse, on fait des expertises. Eh bien, vous avez aux États-Unis, on fait des expertises. Pour des journaux, bien, on montre que les journalistes devraient, par exemple, être plus anthropologues, c'est-à-dire aller voir concrètement comment ça se passe, quelles sont les préoccupations des gens, comment ils vivent. Non, allez, des millions de l'argent, et vous allez voir, au niveau du Parlement, ça commence à être tout à fait admis qu'il faut absolument soutenir massivement les médias, peut-être, mais des médias où on a la garantie que c'est vraiment pluraliste. Moi, souvent, ce que je veux, c'est pas... Je ne suis pas obsédé par des médias de droite, mais par un vrai pluralisme. Et pour l'instant, il faut absolument
des médias qui soient dans cette orientation-là. Alors, cher André, je ne sais pas, je ne me rends pas compte si je fais trop long ou ce que vous me donnez encore comme temps. Combien? Ah, 50 minutes. Non, non, n'ayez crainte, je n'abuserai pas. Alors, vous voyez, les actions symboliques, je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'ai réfléchi à ça. Je souhaiterais que certains d'entre vous réagissent, d'une part, réagissent d'abord et par des actions symboliques. Oui, je pense que tout ce que Trump fait en ce moment, par rapport au problème dont on vient de parler, c'est très fort symboliquement, c'est très chargé, ça touche la nation entière, on peut être pour ou contre, mais ça a un impact gigantesque, ça suppose du travail, ça suppose bien sûr, un dévouement que, vous savez, Solzhenitsyn, quand il est venu en Occident, il a quand même su ce que c'était que les camps. Hein. Ben, il est reparti, pas uniquement, mais en trouvant que ce qui nous caractérisait, c'était la lâcheté et le manque de courage. La lâcheté et le manque de courage. On laisse passer les choses sans vraiment réagir. Encore une fois, jamais dans la violence. Un autre exemple extraordinaire qui devrait donner l'envie d'intervenir. Vous avez beaucoup de monde là, c'est formidable. Peut-être que certains. C'est la manifestation qu'il y a eu en Angleterre contre l'immigration, organisée par un homme, Tony Robinson. Alors, n'est-ce pas l'image depuis 10 ans, c'est un délinquant, c'est ceci, c'est cela. Il faut détruire la personne, il faut montrer que c'est un délinquant, que c'est un moins que rien. Il arrive à réunir, voyez l'incroyable, ils osent, la police dit 100 000 personnes. Ils étaient entre 2 et 3 millions. Entre 2 et 3 millions. La police dit ça, mais c'est la même police. Vous voyez là, c'est lui, Tommy Robinson, qui a organisé cette manif avec des drapeaux anglais et des différentes régions d'Angleterre. Vous avez des milliers et des milliers de drapeaux. Vous verriez une manifestation en Suisse avec des drapeaux suisses à l'appel, des milliers et des milliers. En France, avec des drapeaux français. En France, on arrache le drapeau français si quelqu'un se promène avec. Réfléchissons sur ces contrastes et on voit le fait que les peuples ne veulent pas mourir. Certains peuples ne veulent pas mourir et sentent qu'ils sont menacés. Alors on peut penser qu'on ne l'est pas du tout en Suisse. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quand même danger en la demeure. Alors cet exemple me semble vraiment particulièrement intéressant. Et vous voyez, la police, racisme systémique, racisme structurel. C'est ahurissant quand on voit le dévouement des policiers, l'exemplarité, mais bien sûr, mais partout, il y a toujours des cas qui sont problématiques, qui font des choses, des erreurs, mais quand vous avez 2, 3 sur 500, bon, bien sûr, il faut réagir. Mais en Angleterre, vous avez vu le temps qu'on a mis pour qu'on révèle ce qu'ont fait ces bandes de voyous afghans qui prostituaient des jeunes filles de 10, 11 et 12 ans. Mais ce n'était pas 5 ou 6, c'était des milliers, c'était dizaines de milliers. Qui a travaillé comme un dingue pour faire sortir cette réalité? Tommy Robinson, qui est évidemment un être infâme, tout ce que vous voulez. La bataille est dure et très dure. C'est vrai que c'est décourageant parfois. Comme le dit aussi Milley, comment on est traité quand on pense autrement? Eh bien, je pense qu'il faut bien sûr être parfaitement convaincu de ce pourquoi on se bat, et je pense qu'ici, ceux qui organisent ça le sont. Il faut peut-être songer à passer à des actions symboliques pour attirer l'attention sur des phénomènes qu'on ne peut pas laisser continuer. Alors, il y a une action que j'ai trouvée assez drôle, et je vais vous la dire. Donc, c'est des gens à Lyon. Alors, à Lyon, avec les maires écologistes, vous avez vu, c'est complètement débile, mais c'est pire que le communisme. Il y a 3-4 maires écologistes en France. Bon, après quelques années, les gens se rendent compte que c'est la faillite complète, qu'ils font des trucs ahurissants, désarmer la police, ainsi de suite. Vous voyez. Et puis alors, à Lyon, il y a une équipe pas très nombreuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors,
vous avez dans les parcours de rue des stops, des signaux, etc. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont collé sous le stop du panneau d'indication « Stop immigration ». Génial, génial. Partout, 150. Voilà, voilà une action. Si vous voulez, ça casse rien, mais ça éveille. Et là, vous vous dites, bon, oui, et en même temps, c'est drôle, c'est rigolo, hein, mais c'est très efficace. Vous savez, il y a des acteurs qui, en Suisse, ont utilisé cette démarche, qui ont été entêtés. Vous vous souvenez qui c'est? Je suis sûr que vous vous souvenez. Action symbolique sur action symbolique, ben, c'était les séparatistes jurassiens. Toutes les actions qu'ils ont faites, à les bétonner, les trams à Berne, tout le temps, en Suisse, à l'étranger, des actions symboliques, avec peu de dégâts, une efficacité maximale, mais ça a duré des dizaines d'années jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Alors, vous voyez, là, on me disait, vous vous intéressez au Jura, séparatisme, là, machin, de petites ethnies, etc. J'ai dit, mais c'est ça la Suisse, c'est ça la Suisse. En l'occurrence, une ethnie, appelez ça une culture, qui veut son indépendance. Mais j'ai parlé une fois de cela en France à un colloque très important où il y avait des autorités politiques qui étaient présentes, Jacques Lang, cette ordure, et d'autres politiques qui étaient présents, n'est-ce pas, qui patronnaient la chose. Et j'ai expliqué ça en disant que, voilà, en donnant une autonomie, une indépendance éventuellement à des groupes ethniques minoritaires, on diminuerait la violence, les revendications, le terrorisme, etc. Mais vous savez, ça a été très drôle. À la fin, il y a eu des gens qui arrivaient avec des caméras, des machins, là, vers le podium, et je me rendais compte qu'ils venaient plutôt vers moi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Rien, répétez ce que vous avez dit. Ils sont rentrés chez eux en disant, voilà, il y a quand même des gens qui ont compris ce qu'on veut. Mais ça donne du terrorisme, ça donne de la violence, forcément, quand vous avez, voyez, une minorité avec un passé, une histoire culturelle. C'est clair qu'on ne peut pas passer là-dessus sans autre. Et un État central, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui pour essayer de coordonner diversité et unité. Ça, c'est la force de la Suisse. L'unité dans la diversité. On dira, oh, c'est mythique. Non, c'est la réalité. C'est ça. C'est ça. On traite tout. Dès que les UCAS, et ça commence largement aussi en Suisse, dès que les UCAS viennent de Berne, à un moment ou à un autre, ou pour tel ou tel groupe, ce sera malvenu, mal pris, non pertinent. Laissez travailler les entités locales, régionales, de diverses natures. Ça permet, oui, donner du pouvoir, entretenir l'identité de ceux qui y tiennent, eh bien ça va rendre plus riche le tout. C'est logique, mais c'est absolument incroyable. Dans le colloque dont je parle en France, ben, il y a plein de gens, même des scientifiques, qui sont montés sur le podium en disant oui, ce que dit monsieur machin, c'est très bien, ça va pour la Suisse, mais dans aucun cas chez nous. Voilà. Après, ils s'étonnent que, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je voulais vous lire cette fois une petite chose, et ça serait la fin. Sur le mode, cette fois, du rire. Alors, allons-y. Marc a 17 ans. C'est un adolescent heureux, équilibré et intelligent, que tout destine à une vie réussie. Malheureusement, tout va basculer. Il sera admis à Harvard. Tout commence lorsqu'il découvre, surpris, qu'il doit soumettre au jury d'admission non seulement une lettre de motivation, mais aussi un texte prouvant son engagement en faveur de la diversité. Il consulte les bonnes pratiques, il doit prouver qu'il rendra le campus plus inclusif et équitable, qu'il connaît les obstacles et l'opposition auxquels sont confrontées les identités marginalisées, et qu'il maîtrise les notions de préjugés implicites, privilèges, colonialisme, racisme systémique
et hétéropatriarcat. En rédigeant sa lettre, avec un peu d'aide de ChatGPT, il commence à s'éveiller. Le monde n'est pas tel qu'il le pensait. Sous des interactions sociales en apparence anodines se cachent souvent des rapports de domination. Voilà, Foucault, la domination est partout, entre les couples, partout, à tous les niveaux, dans les petits groupes et pas seulement de grands groupes. Il apprend ensuite qu'il peut choisir de ne pas révéler au jury le résultat qu'il obtiendra au bac. En effet, puisqu'en moyenne, les Blancs, les Asiatiques et les Noirs n'obtiennent pas les mêmes scores, Harvard a jugé qu'il s'agissait d'un examen raciste. Il ne lui reste plus qu'à répondre à un questionnaire administratif. Un ami lui a filé un tuyau pour maximiser ses chances d'admission, se faire passer pour une femme noire lesbienne. Il entre à Harvard. Sur le campus, il vit en septembre quelques-unes des meilleures semaines de sa vie. Il fait de l'avion tous les matins, noue une relation amoureuse avec une fille sublime et lance une entreprise qui décolle. Mais au début d'un mois, du mois d'octobre, il mégenre une élève. Il l'appelle « elle » alors qu'il se sent « yel ». Il est convoqué par Mme Stockes, membre de l'administration, coordinatrice diversité et inclusion, qui l'interroge. Sa passion pour l'avion, symbole de masculinité toxique, ne serait-elle pas le signe d'une dysphorie de genre? Marc est perplexe. Et s'il était au fond une femme? Il s'interroge. Il n'apprécie pas la Formule 1, n'aime pas particulièrement s'occuper de barbecue, il a même un peu peur des flammes, préfère le rosé au vin rouge. La semaine suivante, il entame un traitement hormonal pour changer de sexe. Marc devient Marcia. Marcia remplace l'avion par des séances de discussion sur la charge mentale, l'entrepreneuriat par les rendez-vous quotidiens chez le psychologue du campus et sa copine par une relation polyamoureuse avec un trouble de non-binaire et de non-mixité de genre. Je ne vais pas continuer, mais vous voyez, là, c'est un chercheur qui prend les choses sur le mode du rire pour montrer à quel point c'est grotesque. Je peux m'arrêter là si vous voulez. Sinon, je continue.